Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser directement à vous. Oui, vous, qui constituez l'élite de ce grand siècle. Une nouvelle philosophie est en train de se propager. Et disons-le franchement, elle a l'audace de remettre en question les fondations même de votre monde. Alors installez-vous confortablement, parce que ce qui va suivre, ça vous concerne au plus haut point. Voilà, la question est posée. Brutalement, sans détour. Votre droit de naissance, vos terres, votre prestige, tout ce qui vous semble si naturel, si acquis, si immuable, est-ce que ça pourrait n'être au fond qu'un fragile château de cartes? Le pire, c'est que certains ne se contentent plus de le penser. Ils commencent à le murmurer à voix haute. Pour bien comprendre, revenons aux bases, aux fondations de votre monde. Un monde qui, jusqu'à présent, paraissait aussi stable que le mouvement des planètes. Il repose sur deux piliers que l'on pensait inébranlables. La monarchie absolue de droit divin, où le roi tient son pouvoir de Dieu et personne d'autre, et une société bien organisée, divisée en trois ordres. C'est la volonté divine après tout, n'est-ce pas? Et c'est là que ça devient intéressant pour vous. C'est cette structure qui est cruciale. Vous, la noblesse et le clergé, vous êtes au sommet de la pyramide. Et ça vient avec des avantages, des privilèges, des impôts bien plus légers, voire inexistants, des lois spécifiques pour vous. Pendant ce temps, tout en bas, le tiers-état, il supporte le poids de tout le royaume. Un système qui semble parfaitement huilé, on ne peut pas le nier. Sauf qu'un vent nouveau se lève, un courant de pensée au nom un peu prétentieux, il faut l'avouer, les Lumières. Ces philosophes, comme ils s'appellent, prétendent vouloir éclairer les esprits. Et leur outil pour ça, c'est la raison. Un outil qu'ils jugent, tenez-vous bien, supérieur à la tradition et à la foi. Et armés de cette raison, ils osent tout examiner, tout questionner et tout critiquer. Et là, la confrontation est directe. À votre monarchie absolue, où le roi est à la fois juge, législateur et exécutant, un certain Montesquieu oppose une idée complètement folle, la séparation des pouvoirs. À votre société d'ordre si bien organisée, un Voltaire répond par la tolérance et l'égalité des droits pour tous. Et à la foi, à la tradition, ils opposent la liberté de penser par soi-même. Et puis il y a cette phrase de Rousseau, c'est peut-être la plus dangereuse de toutes. Pour lui, l'homme naît libre, mais partout, il est dans les fers, enchaîné par des lois qu'il n'a pas choisies. La seule, la vraie liberté, ce serait d'obéir à une loi qu'on s'est donnée à soi-même. Vous voyez où il va en venir? Si le peuple est souverain, alors le sujet n'existe plus, et le roi non plus. C'est une attaque frontale contre l'idée même d'obéissance. Maintenant, passons à une question qui fâche un peu. On parle beaucoup de liberté, de droit, d'humanité, c'est très bien. Mais comment est-ce qu'on concilie ces grands mots avec la source d'une bonne partie de votre richesse? Parce qu'il faut être honnête, votre train de vie, l'élégance de vos salons, la beauté de vos villes portuaires comme Bordeaux ou Nantes, tout ça, c'est financé par un commerce qui explose. Le sucre dans votre thé, le café que vous buvez, le coton de vos vêtements, ces produits de luxe, ils n'apparaissent pas par magie. Ils arrivent par bateau entier depuis les colonies. Mais qui travaille dans les plantations là-bas? Réfléchissez un instant à ce chiffre. Entre 12 et 15 millions. C'est une estimation bien sûr. Le nombre d'hommes, de femmes, d'enfants africains arrachés à leurs terres, déportés à travers l'Atlantique pour servir de main-d'œuvre. La traite atlantique. Une entreprise d'une ampleur qui dépasse l'imagination. Et alors, réalité, elle est là, brute, écrite noir sur blanc dans le code noir. Ils ne sont pas des personnes. Ce sont des biens meubles, comme un fauteuil ou une table. La traversée est en cauchemar, le travail est épuisant, et la vie d'un esclave, elle est à l'entière discrétion de son propriétaire. Et ça, les philosophes ne manquent pas de le souligner. Ils vous tiennent à miroir. Pour eux, c'est simple. Si la nature a donné à tous les hommes les mêmes droits, la raison ne peut pas accepter qu'on les retire à certains juste à cause de leur couleur de peau. Ils dénoncent une hypocrisie fondamentale. Comment peut-on réclamer plus de liberté pour soi-même tout en fondant sa prospérité sur la négation absolue de celle des autres? Et surtout, ne croyez pas un seul instant que vous pouvez contenir ces idées. C'est tout simplement impossible. Elles voyagent dans les livres, dans les lettres, dans les conversations. Elles se diffusent à une vitesse déconcertante. Elles se moquent des frontières et encore plus de vos hiérarchies. Prenez par exemple cet ouvrage monumental, l'Encyclopédie. Officiellement, c'est 28 volumes pour rassembler toutes les connaissances humaines. Très respectable. Mais en réalité, c'est une ruse, c'est un cheval de Troie. Entre les lignes d'un article en apparence anodin sur l'agriculture se cache une critique de l'impôt injuste. Dans un article sur l'artisanat, on dénonce le pouvoir arbitraire du roi. Le débat a quitté vos antichambres. Il est partout. Il s'est installé dans les salons tenus par des femmes d'esprit, il anime les discussions dans les cafés où l'on dévore les journaux, il s'épanouit dans les académies. Le français est la langue de toute l'Europe, et vos certitudes sont désormais discutées, décortiquées, critiquées par tout le monde.
Alors bien sûr, le pouvoir réagit. Le roi et l'Église voient très bien le danger. Alors on condamne, on censure, l'encyclopédie est mise à l'index des livres interdits, on brûle des ouvrages en place publique. On contraint des philosophes à l'exil. Mais en réalité, ça ne fait que renforcer l'attrait de ces idées. Le fruit défendu, vous connaissez. Et si par hasard, vous pensez encore que tout ça n'est que du bavardage de salon, que des théories d'intellectuels, je vous invite à regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Parce que là-bas, ces idées ne sont plus des simples théories. Elles sont devenues le plan de construction d'un monde nouveau. Regardez bien cette chronologie, c'est un avertissement. 1776, des colonies osent déclarer que tous les hommes naissent égaux et se détachent de leur roi. 1783, avec l'aide ironique du roi de France, elles gagnent leur guerre. Et puis 1787, l'impensable se produit. Elles créent une république. Un État sans roi, fondé sur une constitution. Et voici leur recette, directement tirée des livres de vos philosophes. Premièrement, la souveraineté du peuple, de Rousseau à la place du droit divin. Deuxièmement, une constitution écrite qui limite le pouvoir, à la place de la volonté absolue et changeante d'un seul homme. Et troisièmement, la séparation des pouvoirs de Montesquieu, pour être bien sûr qu'aucun individu ne concentre jamais toute l'autorité, comme le fait votre roi. Toute cette circulation d'idées, tous ces débats, cet exemple américain, tout ça a une conséquence majeure, et peut-être la plus importante, la naissance d'une force complètement nouvelle et imprévisible. On l'appelle l'opinion publique. Jusqu'ici, seul l'avis du roi et de sa cour comptait vraiment. Mais maintenant, les idées partagées par une partie de plus en plus grande de la population, des bourgeois aux artisans, commencent à avoir un poids. C'est une force avec laquelle il va falloir compter. On ne peut plus simplement l'ignorer. Alors, pour conclure notre discussion, les idées de liberté, d'égalité, de souveraineté du peuple, elles ont traversé l'océan pour inspirer une révolution à des milliers de kilomètres. La vraie question maintenant, celle qui devrait peut-être vous empêcher de dormir, c'est combien de temps avant qu'elles ne traversent simplement la rue pour inspirer ceux qui vivent juste en face de vos hôtels particuliers ?